Merci Roland pour ton sub. N'oubliez pas que vous pouvez sub à la chaîne, bien évidemment. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner ou à follow. Et voilà, nous sommes live et pour une fois, tout marche tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Live Echo numéro 8 déjà. Alors 8 si on compte pas aussi les nombreux autres streams sur cette chaîne et aussi les quelques débats qu'il y a pu avoir comme le débat de la semaine dernière avec Jean-Pierre Landau et Isabelle Couperan ou l'enregistrement de Rue de la Révolution. Mais bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour ce petit épisode un peu improvisé, vous allez vite comprendre pourquoi. Du live Echo. On vous remercie d'avoir fait le choix de ce live plutôt que d'aller sur les terrasses. J'espère que vous avez pu en profiter quand même un petit peu, mais je crois que le temps s'y prête moyen quand même. Et de toute façon, là, on en est à moins d'une demi-heure du couvre-feu, alors que la webcam a décidé de s'arrêter. Mais nous sommes toujours ensemble, rassurez-vous. Je vais devoir en changer de webcam, d'où l'intérêt de vous abonner à la chaîne, parce qu'elle a quand même une sale tendance à s'arrêter en cours de route. Bref, c'est pas très grave, de toute façon ce qui est important ici c'est ce qu'on raconte et pas ce qu'on voit. Et la raison pour laquelle on voulait faire ce petit épisode de Live Echo avec Dorian, Dorian que je vais appeler dans 30 secondes, c'est justement suite au débat de la semaine dernière qui a eu lieu donc, dans le cadre de la Banque citoyenne européenne, donc avec Isabelle Coupé-Soubeyran et Jean-Pierre Landau, qui était diffusé aussi sur cette chaîne, que j'ai essayé d'arbitrer tant bien que mal. C'était un débat très passionné, un débat très intéressant au demeurant, mais sur lequel voilà, il y a eu des arguments assez forts d'un côté comme de l'autre. On est vite monté dans les tours finalement et on voulait en profiter du coup avec Dorian pour refaire un petit point de pédagogie sur certains aspects liés à la monnaie, pour que vous puissiez peut-être vous faire un avis par rapport aux arguments qui ont pu être avancés d'un côté ou de l'autre. Voilà, beaucoup de gros mots, de mots compliqués, de notions ont été lancés la semaine dernière, et on s'était dit que ça valait peut-être le coup de faire un petit débunkage sur la monnaie. Salut Rachid, ouais ça va très bien, on est content que la vie reprend doucement dehors quand même. Et c'est vrai, alors oui c'est vrai qu'en plus on va parler monnaie, on va sûrement pouvoir parler aussi du Bitcoin, puisque les cryptos font des siennes aujourd'hui, vous avez dû voir ça, mais bon ce n'est que l'énième épisode d'une longue série un peu aussi à la manière de l'affaire GameStop, donc de volatilité énorme sur les marchés, un marché qui est souvent drivé par des investisseurs amateurs et des manipulations de certains gourous de la finance, je pense notamment là dans le cas du Bitcoin aux frasques d'Elon Musk. Mais je vais m'arrêter là pour le sujet Bitcoin pour l'instant, puisque je pense que Dorian aurait aussi beaucoup de choses à en dire et il serait frustré de ne pas avoir le débat avec moi. Bref, on va parler monnaie et on va revenir un petit peu sur des choses qui ont été dites lors du précédent débat avec Isabelle et Jean-Pierre. Voilà, de toute façon les noms on les connaît effectivement, mais j'appelle tout de suite Dorian. C'est parti. Ça sonne chez lui, alors que la caméra, décidément. Allô, Voilà. Tu m'entends ? Salut Dorian, ouais, je t'entends très bien. Juste un petit check si le chat t'entend bien et si la musique est pas trop forte par rapport à ta voix. Ouais. Allô, 1, 2, test, voilà. Micro, test, MC, yo. C'est pas mal. Il y a toujours un peu d'écho par contre quand je parle, mais bon, on fera gaffe. Salut, Arctic Nit Nelaf. Ouais, alors d'ailleurs, Arctic Nit Nelaf, tu préfères quoi en mode court ? Tu préfères Nit ? Tu préfères Arctic ? Nit, voilà, Nit, c'est plus simple, voilà, ok, super, on l'avait call. Salut Nit, salut Roland, merci. Ouais, c'est ça, c'est la valise RTL, attention, c'est le jeu des 1000 € sur France Inter pour vous. Dorian, merci d'être à mes côtés une fois encore. Tu sais comme j'apprécie nos conversations sur Discord, sur Twitter, etc. Et tu sais aussi comme j'apprécie
qu'on puisse co-animer voilà, le live écho dans la mesure où c'est quand même plus passionnant quand on peut instaurer un dialogue plutôt que de faire un monologue d'1 heure. Donc merci encore d'avoir répondu à l'appel. Bah, merci à toi pour l'invitation. La dialectique est le meilleur chemin de la vérité. Ah bah, si on commence sur des grandes phrases tout de suite, moi j'allais commencer en te demandant si tu avais profité des terrasses aujourd'hui, mais on peut tout de suite partir sur... Ah non, pas du tout. J'avais des petites affaires à régler aujourd'hui, malheureusement. Ce sont des choses qui arrivent, mais en tout cas, peut-être pour rentrer directement dans le vif du sujet, on avait intitulé donc cette session Est-ce que la monnaie et la finance c'est la même chose ? Et avec un tas de sous-titres qu'on aura l'occasion de débunker pendant 1 heure. La raison pour laquelle on a commencé par cette question-là, et je vais peut-être passer directement sur la scène, c'est parce que, donc, comme je disais, la semaine dernière, il y a eu ce débat avec Jézabel et Jean-Pierre Landau. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, de ce débat. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, évidemment. 2 invités qui ont du bagage. Oui. Mais même si je suis resté un poil frustré sur le fait qu'il y a des fois des arguments qui ont été avancés. Beaucoup d'arguments, en fait. On a été par moments noyés sous les arguments, qui fait que on ne pouvait pas réagir sur tout. Et je pense qu'on a parfois dû laisser dire quelques bêtises. Enfin, moi, j'ai dû laisser dire quelques bêtises, du coup. Écoute, c'est vrai que ce débat, il était très très riche en informations et en interprétation en fait, parce que là, c'était vraiment 2 visions du monde qui s'opposaient, pour moi en tout cas. Et pour être tout à fait honnête avec toi, initialement, je serais plutôt en accord avec Madame Coupé-Soubéran. Mhm. Toutefois, les arguments de Jean-Pierre Landau, ils ont fait mouche. Honnêtement, dans ma tête, ils ont vraiment fait mouche. Et ça a mis le doute. Ce débat, il a mis beaucoup de doutes en moi parce que même si je valide pas énormément toutes ces propositions et hypothèses de base, comme par exemple le titre du Twitch, la finance et la monnaie, c'est pas pareil, Ouais. j'en doute fortement, mais ces arguments étaient vraiment très acerbés. D'ailleurs, je tiens aussi à préciser peut-être un petit disclaimer. L'objectif de cette session, c'est pas de faire le service après-vente non plus de toute la session. Elle est en ligne, voilà, sur mon YouTube. Je vous encourage à aller y jeter un œil, puisque ça reste une session très intéressante. Par contre, à défaut de faire le service après-vente exhaustif de la session, il est vrai que le point en particulier sur lequel on voulait rebondir, c'est effectivement une remarque de Jean-Pierre Landau qui est arrivée en fait assez tôt dans le débat. C'est que donc le sujet de la session, c'était de parler de politique monétaire et de savoir si la politique monétaire devait se mettre finalement à l'écologie, devait se mettre au vert, et essayer de comprendre si finalement la politique monétaire avait un effet négatif sur le climat. Et pour poser un peu le paysage, moi j'étais parti de ce petit schéma pour expliquer que bon, alors la monnaie et la finance, a priori, c'est pas la même chose. La monnaie, on va quand même expliquer ce que c'est très vite, mais bon, la monnaie, voilà, ce sont les pièces, les billets que vous utilisez dans la vie de tous les jours pour faire vos achats, mais c'est aussi finalement l'argent qui dort dans votre compte en banque. C'est ce numéraire que vous échangez contre des biens et des services. La finance, elle, bon, évidemment, la monnaie, ça reste lié à la finance, puisque voilà, ce qui circule dans vos comptes épargne, ce qui va être utilisé sur les marchés pour acheter des actifs, pour acheter des actions, ça utilise aussi la monnaie. On est évidemment dans un mécanisme financier. Mais la remarque initiale que je faisais pour introduire voilà, le débat, c'est de dire la politique monétaire. Donc la BCE est garante de la politique monétaire. C'est elle qui a un des pouvoirs de créer la monnaie. On verra que le pouvoir de créer la monnaie, il est surtout d'ailleurs chez les banques privées, mais ça, on l'expliquera dans quelques secondes. Mais en gros, j'expliquais que la politique monétaire qui est exercée par la Banque centrale depuis la crise des subprimes essentiellement, c'est-à-dire via le quantitative easing, donc ce qu'on appelle la planche à billets, et on expliquera aussi ce qu'est la planche à billets, ou via les aides qu'elle donne aux banques, essentiellement toute cette politique monétaire, donc, dont l'objectif est donc de faire vivre la monnaie et de contrôler la monnaie, elle s'exerce non pas directement sur les citoyens ou directement sur les entreprises, elle s'exerce via le système financier. Et donc, alors ça ne veut pas dire qu'une autre politique monétaire n'est pas possible, au contraire, c'est probablement possible, mais jusqu'à maintenant, la politique monétaire, elle est essentiellement exercée sur le système financier, avec l'espoir qu'ensuite le système financier fasse exercer du coup cette politique vers les citoyens et vers les entreprises, et on sait que c'est pas forcément le cas, ça fait partie des choses qu'on abordera aujourd'hui. Et donc bref,
du petit raccourci où j'expliquais que bon, alors la monnaie et la finance, c'est pas forcément la même chose, mais que comme la politique monétaire en pratique est exercée essentiellement via le système financier, la question de savoir si la politique monétaire fait du mal ou pas à la planète ou doit se mettre à l'écologie, c'est aussi lié à la question de savoir si la finance doit s'y mettre. Et c'est un truc que, effectivement, Jean-Pierre Landau a rejeté en bloc. Et je crois que on va réaliser pendant notre discussion que c'est peut-être aussi dû finalement à un héritage plus ancien qui fait qu'au départ, voilà, la monnaie c'était une chose, la finance en était une autre, mais qu'au fil des années, et c'est encore plus vrai aujourd'hui en 2021, l'économie s'est financiarisée, la monnaie s'est financiarisée, et on peut pas dire, même si on peut pas dire que la monnaie et la finance c'est exactement la même chose, on ne peut pas dire que la finance et la monnaie, ce n'est pas la même chose, puisque en pratique, la politique monétaire est essentiellement, voire même exclusivement, exercée via le système financier. Donc ça, c'était, je dirais, le premier constat. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Ce qu'on va justement voir ensemble avec différents graphiques, différentes définitions, et puis voir un peu comment tout ça a évolué, c'est d'essayer justement de montrer que la monnaie s'est financiarisée. Et que du coup, la monnaie, ça devient de plus en plus la même chose que la finance. Voilà, ça, je pense que c'est un petit peu le point de départ. De ça, en découle beaucoup de choses, bien sûr, mais c'est un petit peu le point de départ qui m'avait donné envie de faire cet épisode avec toi, Dorian. En même temps, que de choses à en dire. Qu'est-ce que tu fais, toi, comme constat par rapport à ça, d'ailleurs C'est-à-dire par rapport à la financiarisation de la monnaie? Ouais, parce que moi, je le prends sous l'angle, par exemple, tu vois, du fait que, comme la politique monétaire s'exerce essentiellement par le système financier, pour moi, c'est déjà une preuve suffisante. Tu vois? Oui. En fait, pour moi, la financiarisation de la monnaie, c'est une... Bon, je vais essayer de pas faire le philosophe qui part dans des explications alambiquées, mais je pense sincèrement que c'est déjà et une transformation vraiment en profondeur de ce qu'on appelle capitalisme. Car déjà, il faut que j'essaye de donner une définition du capitalisme. Moi, je le définis comme une dynamique d'accumulation qui se greffe sur des institutions politiques et sociales et qui reflète un rapport social. Bon. Depuis en fait les années 70 et 80, l'accumulation du capital ne se fait plus en fait sur la base des marchands, c'est-à-dire l'industrie. Ouais. Elle se fait sur la base réelle finalement du collatéral des banques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, via la mondialisation, on a essayé de financer cette mondialisation par un marché interbancaire offshore qu'on appelle les euro-dollars. C'est des dollars en fait qui étaient, comment dire, c'est un marché interbancaire qui réunissait les banques européennes, japonaises et américaines qui créaient des substituts de dollars. Et ces substituts de dollars servaient de base monétaire effective suite à 71. Et je pense en fait que la base monétaire soit une création bancaire qui est mondiale en fait, ça signifie que les banques demandent une rentabilité qui est forte derrière et surtout avec une maturité qui est faible. C'est-à-dire qu'on demande en fait un retour sur investissement qui est beaucoup plus court dans le temps. Au lieu de le demander à 10, 20, on le demande plutôt à 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Donc finalement, ça réduit en fait la vision, donc l'horizon du crédit. Et je pense que donc cela résulte en fait à un rétrécissement progressif de notre vision de l'avenir. C'est-à-dire que plus en fait on crée une monnaie qui est financiarisée, plus on a tendance à penser très court terme. Et plus on pense à court terme, plus on est dans la logique en fait de se refinancer et plus tellement de créer du capital. Oui. Et voilà, j'essaie d'aboutir à ma première assumption. Si tu veux, si tu me permets, je pense qu'on répétera ce que tu viens de dire, peut-être aussi en conclusion, parce que je voudrais apporter peut-être un petit point de clarification
peut-être sur ce dont on parle. La monnaie, comme je le disais tout à l'heure, c'est plusieurs choses. C'est évidemment les pièces, les billets que vous utilisez, mais ça c'est de la monnaie très concrète. Il y a une monnaie qui est d'ailleurs encore plus concrète, et pendant longtemps la base du dollar c'était lié à l'or, c'est les métaux précieux. Donc en fait, déjà la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types de monnaie. Et que donc il y a les pièces, les billets. Il y a ensuite une monnaie un peu plus virtuelle, entre guillemets, qui serait votre argent sur un compte épargne, qui est en fait c'est pas des lingots d'or et des billets qui sont stockés dans un coffre, c'est juste un chiffre sur une ligne d'ordinateur. Et plus on passe dans les différents hauts niveaux de la finance, qu'on soit investisseur, qu'on investit sur le marché action, etc., plus on a différents types de monnaie. Tu as aussi évoqué les collatéraux qui sont importants comme type de monnaie, mais ce que j'essaie de dire là brièvement, et on précisera plus clairement les définitions de chacune des catégories, c'est qu'il y a plusieurs catégories de monnaie, du plus concret au plus virtuel. Et ces différentes catégories de monnaie, disons qu'elles peuvent être converties de l'un vers l'autre. Par exemple, si j'ai de l'or et que je veux le convertir en billets, je peux passer de la catégorie or à la catégorie M0, qui est en fait les billets et les pièces. Si par contre j'ai des pièces et des billets, donc catégorie M0, et que je veux transformer ça en catégorie M1, donc de la monnaie virtuelle qui est sur un compte en banque, je vais à ma banque, je dépose les billets et les pièces, et puis mon compte épargne gagne autant, et mes pièces et mes billets sont devenus de la monnaie M1, qui est de la monnaie sur un compte d'épargne. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces différentes strates, en fait, ces différentes catégories de monnaie, on peut passer de l'une à l'autre, avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Il y a parfois un effet multiplicateur ou au contraire un peu de perte dans la transmission. Et en fait, je dirais la plus grosse arnaque, la plus grosse arnaque d'un point de vue de phrasing, je cherche le mot en français, sémantique peut-être. La première arnaque sémantique, c'est que quand on parle d'assouplissement quantitatif, donc le fameux QE pour quantitative easing, les gens emploient souvent, disent que c'est l'équivalent de la planche à billets. Et donc on fantasme du fait de voir dans une machine des pièces, des billets, et puis que tout ça aille chez les citoyens ou dans les entreprises, et que ça augmente la masse monétaire. Or, la banque, enfin la monnaie qui est créée par la planche à billets, donc la monnaie qui est créée par la Banque Centrale Européenne, n'est pas de la monnaie, c'est pas des pièces et des billets, cette expansion monétaire, c'est de la monnaie de catégorie M3. Donc c'est de la monnaie qui est exclusivement destinée au marché financier, qui sera exclusivement utilisée par les banques et les investisseurs. Et pour que cette monnaie devienne éventuellement des pièces et des billets sonnantes et trébuchantes dans vos mains, il faut qu'elle passe de la catégorie M3 vers la catégorie M2, vers la catégorie M1 et vers la catégorie donc ensuite M0 qui est celle qui nous intéresse. Donc le premier point que je voulais faire, c'est que la planche à billets, donc l'expansion monétaire, est-ce que c'est de l'argent supplémentaire directement dans nos poches ? Clairement non. Et on verra, j'aurai d'autres illustrations à faire là-dessus plus tard, il faudra me rappeler de le montrer, que l'évolution de la masse monétaire M0 et M1, qui est la masse plus basique pour le commun des mortels, et la masse monétaire M3, elles ont évolué de manière un petit peu décorrélée, et qu'en fait, quand on crée de la monnaie M3, on ne crée pas forcément de la monnaie M0 ou M1 en même temps. L'autre arnaque, c'est que... c'est un grand mot, arnaque, j'exagère un peu, mais en fait, on pourrait penser que la banque centrale, comme elle a la planche à billets, c'est elle qui contrôle la masse monétaire. Or, non. En temps normal, 90% de la monnaie, elle n'est pas créée par la banque centrale, elle est créée par les banques privées. En fait, quand vous allez à la banque faire un prêt immobilier ou un prêt pour une voiture ou quoi que ce soit, vous dites que vous avez besoin, par exemple, de 10 000 euros. La banque va vous accorder ce prêt de 10 000 euros et elle va créer virtuellement 10 000 euros de monnaie M2 sur ses comptes. C'est de la monnaie qui n'existe pas, qui n'a pas de valeur, de réalité physique dans le sens où elle n'est pas liée à des pièces ou des billets, mais elle a une réalité physique parce que on considère que comme vous avez emprunté 10 000 euros pour acheter une maison, c'est qu'il y a une maison qui vaut 10 000 euros quelque part et donc il y a un truc qui a une valeur de 10 000 euros quelque part dans l'économie. Et donc, comme il y a ce prêt, comme il y a une action liée à ce prêt qui justifie la création de ces 10 000 euros, la banque privée crée ces 10 000 euros ex nihilo. C'était d'ailleurs un des tenants de la crise des subprimes. À un moment donné, on faisait tellement de prêts qu'on a aussi un petit peu joué avec la masse monétaire. Mais je vous renvoie au précédent live éco. Je refermerai la parenthèse. Je voudrais rebondir là-dessus juste mais après. Vas-y.
Non, vas-y, termine Non, ton mais explication, mais je voudrais rebondir après. c'était juste pour préciser peut-être deux manières différentes de voir que d'une part, la politique monétaire, c'est essentiellement de la monnaie M3 et pas de la monnaie M0. Donc c'est pas de la monnaie pour le commun des mortels, c'est de la monnaie pour le système financier. Et pour que cette monnaie du système financier devienne la monnaie réelle, il faut qu'il se passe quand même d'autres choses par les banques et les investisseurs. Et ça se passe pas forcément toujours très bien. Et que d'autre part, dans le normal, c'est de toute façon les banques privées qui créent la monnaie plus que les banques centrales. Donc on laisse faire la demande et l'offre des différents crédits. Et que donc cette masse monétaire là aussi elle est peut-être corrélée quelque part avec l'économie de manière forte, puisque derrière un prêt il y a une activité, il y a un truc à financer, mais c'est pas des lingots d'or, des pièces et des billets quoi. C'est quelque chose qui est un petit peu moins palpable, un peu moins alors j'aimais pas du jugement de valeur d'ailleurs en disant ça, mais c'est deux façons qui montrent bien que finalement la monnaie elle est complètement financiarisée et elle est un petit peu l'exclusivité du système financier avant de devenir un truc du commun des mortels. Voilà. Donc c'est sur le point, je dirais, juste d'introduction pour débunker deux, trois choses. C'était vraiment les deux points sur lesquels je voulais insister. Et j'ai beaucoup parlé, je te laisse la parole, Dorian. Mes excuses. Non. Ah bah t'es chez toi, hein, techniquement. Mais en fait, je voulais embrayer sur... je voudrais contextualiser un petit peu, en fait, le quantitative easing et essayer d'illustrer l'importance du collatéral comme base monétaire suite à ça. Bon, je reviens à ce que tu disais en fait par rapport à 2008, c'est-à-dire que les banques prêtaient comme des folles. En fait, je reviens sur mon histoire des euro-dollars parce que je pense que c'est vraiment ça la base qu'il faut comprendre. C'est que sur ce marché-là, grosso modo, le problème de base, c'est que le monde a besoin de dollars, mais il n'y a pas assez de dollars pour tout le monde. Bon, alors, les banques créent des substituts qui sont valables comme des dollars, qui sont des écritures bancaires, mais qui n'en sont pas réellement, mais tout comme. C'est des dollars-like, si on veut. Grâce à ça, les banques pouvaient se prêter entre elles. Donc, elles prêtaient, et elles pouvaient de plus en plus prêter à des gens qui n'étaient pas solvables initialement, comme les subprimes, par exemple. On en reparlera plus tard, mais avec la vidéo de GameStop, on parlait de socialisation de la monnaie. Je pense que c'est une dynamique de long terme qui explique notamment les subprimes. Mais bon, je m'égare pas trop. Mais l'idée, c'est que le subprime, c'était un collatéral. C'était une forme de collatéral. Et ce qui s'est passé en 2008, c'est que les banques ont flippé. Elles ont flippé des risques de défaut. Et suite à cela, elles ont en fait rompu ce marché des euro-dollars. Le marché des euro-dollars s'est totalement cassé. C'est-à-dire que les banques ne se faisaient plus confiance entre elles. En même temps, quand on voit Deutsche Bank, par exemple, qui a 24 fois le PIB allemand en dérivés pourris, on peut comprendre pourquoi. Mais voilà. Moi, j'aime bien représenter ça par la phrase imaginez que vous êtes un banquier, vous avez des transactions à faire avec d'autres banquiers, et vous vous dites bon, bah, si lui gère sa banque comme la mienne, je vais peut-être pas lui prêter mes ronds finalement. ouais, c'est donc clair. La grande mutation, en fait, depuis 2010, réellement depuis la fin de la crise, c'est que les transactions interbancaires sont devenues en extrême majorité sécurisées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une transaction sécurisée, ça veut dire que vous demandez en échange d'une transaction un collatéral. Je suis une banque A, je te vois banque B. Si tu veux m'emprunter de l'argent, je vais te dire d'accord, je suis prêt à te le prêter, mais j'ai pas confiance en toi. Peut-être que tu as un canard boiteux, peut-être que tu vas faire défaut, donc je vais demander une garantie en échange. Cette garantie, c'est la dette d'État. La dette d'État, c'est le safe asset ultime, l'actif ultime. On ne peut pas trouver de meilleure qualité. Comme ça, si jamais tu fais défaut, eh ben, je prends ton collatéral. Et d'ailleurs, juste pour préciser aussi, peut-être, je refermerai la parenthèse très vite, mais peut-être pour rendre le phénomène encore plus concret. Quand on parle d'assouplissement quantitatif, donc la Banque centrale européenne, par exemple, qui augmente la masse monétaire, donc qui émet de la monnaie, en fait, elle l'utilise ensuite pour racheter des collatéraux, et essentiellement donc des bons du trésor, donc en fait de la dette des États, et aussi pour une petite part de la dette des entreprises. Ce que ça veut dire, c'est que en fait les banques, quelque part, et d'ailleurs c'est aussi vrai via les LTRO, donc les prêts directs qui sont faits aux banques, mais donc, le système financier peut finalement échanger de la monnaie de banque centrale, donc de la monnaie M3,
par du collatéral, donc différents assets, notamment ces bons du trésor. Et donc on est vraiment dans cette idée de conversion d'une catégorie à l'autre. Donc finalement, la dette d'un État, la dette d'une entreprise, un actif financier, c'est une sorte de monnaie moins liquide qui peut être convertie en monnaie plus liquide, qui serait cette monnaie de banque centrale M3. Et cette monnaie de banque centrale M3, ensuite elle peut être échangée dans le système interbancaire, donc elle devient de la monnaie M2. Et puis, si c'est un investisseur derrière qui la prend, ça devient de la monnaie M1. Ça devient Donc, en fait, il y a vraiment cette idée de se dire, il y a différents niveaux de monnaie qui sont plus ou moins liquides. Et d'ailleurs, et aussi plus ou moins gros, parce que là, si la pyramide elle est inversée, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que plus on monte dans la pyramide, plus la quantité est importante. Je pense que ça, pour le coup, c'est pas délirant sur ce graphique. Et donc, voilà, la monnaie, il faut la différencier. Il y a plusieurs strates de monnaie. Voilà. Je referme la parenthèse, je te laisse continuer, parce que je crois que la problématique de l'euro-dollar, comme tu l'as d'ailleurs très bien décrit, comme on le voit très bien décrit sur le schéma, c'est aussi déjà une sorte de monnaie encore plus virtuelle que la monnaie M3, qui serait encore moins virtuelle que, par exemple, ces idées de collatéraux, bons du trésor, etc. Vas-y. Non, mais tout ça pour dire que tout ça, c'est finalement des différentes sortes de monnaies. Il y a toujours une notion d'échange et de savoir si l'asset ou l'actif, est plus ou moins liquide. Mais donc, on a différents degrés de virtualisation quelque part de cette monnaie. Mais tout ça, c'est de la monnaie. Ouais. Ce qui est fou, en fait, c'est que c'est tellement abstrait, comme tu l'as dit, en fait. C'est quelque chose qui n'existe pas, qui est totalement virtuel. Et pourtant, c'est ça qui a financé la mondialisation depuis 50 ans, quoi. Donc, quelque chose qui est aussi abstrait devient finalement quelque chose de très, très concret. C'est ça l'ambivalence de la monnaie. Mais... D'ailleurs, une question très, très concrète par NIT. Comme il m'a dit qu'il devait bouger en plus plus tard, je réponds tout de suite à sa question. Il demande comment c'est possible d'agir en l'état, voilà, sur la classification pour passer d'une monnaie M3 ou comme je l'appelais la dernière fois M4, qui serait cette dette, c'est bon du trésor, mais on en reparlera aussi. J'ai le livre de Stephanie Kelton là, qui nous regarde à côté de Karl Marx. Mais comment on fait pour passer de M0 à M4, etc. Et il nous pose notamment la question de savoir que ces derniers temps, on a beaucoup parlé de monnaie hélicoptère ou de financement direct des gens par les banques centrales. Une autre façon de le dire, et c'est pour ça que j'aime bien ta question, Nit, c'est que la banque centrale, et c'est ce qui me fait dire, et c'est ce qui me fait aussi dire à Jean-Pierre Landau que la monnaie et la finance, c'est quand même un peu la même chose, c'est que la banque centrale a fait le choix d'émettre de la monnaie M3 pour laisser ensuite les banques essayer, tant bien que mal, de transformer cette monnaie en monnaie M2, M1, M0, éventuellement, dans la poche des gens. Or, la Banque centrale aurait très bien pu choisir, pour sa politique monétaire, d'émettre de la monnaie M0 ou de la monnaie M1 et de la distribuer directement aux entreprises ou d'annuler la dette des États ou via l'hélicoptère monnaie de la distribuer directement au commun des mortels. Donc, elle a préféré faire le choix d'une monnaie M3 qui est une monnaie exclusive à la sphère financière et qui nécessite finalement plusieurs actions pour être convertie, et on verra que tout n'est pas forcément converti, mais voilà, effectivement, la monnaie et la finance, ce serait pas la même chose si la monnaie, si la politique monétaire était exercée peut-être à un degré plus bas avec de la monnaie M1 ou M0. En l'occurrence, elle est exercée avec de la M3 et de la M2, donc on est plutôt sur de la monnaie financière, quoi, pour le dire un peu vulgairement. Ok. Je vais répondre moi en fait par le mécanisme directement de la titrisation et je vais essayer de lui faire comprendre pourquoi elle crée cette monnaie M3. Bon, j'ai eu la chance d'aller à Los Angeles pendant une semaine et j'ai rencontré une Américaine qui faisait des études de psychologie pendant 3 ans. Elle empruntait $50 000 en principal à 18% de taux d'intérêt. La banque qui lui a fait ce crédit-là, elle la revend à un SPV, Special Purpose Vehicle. Le SPV, ce qu'il fait, c'est qu'il achète, disons, une centaine de titres de dette et il va la compiler en une seule, qu'on va appeler par exemple CDO, CLO, peu importe. Il compile toutes ces dettes-là, il la revend en un titre. Le titre est revendu à un hedge fund.
Le hedge fund utilise ce titre-là et passe un repo avec la banque. C'est-à-dire il lui prête son collatéral et en échange, il reçoit du cash. Avec ce cash-là, il va acheter de la dette d'État. Avec la dette d'État, il aura un taux d'intérêt qui sera très très faible à payer. Donc, c'est le crédit le moins cher, si vous voulez. Il va faire un repo avec la dette d'État avec une autre banque, puis il va acheter, disons qu'il va faire un arbitrage sur les actions, sur les obligations, peu importe. L'idée, c'est que le début de la chaîne, c'est une dette de l'économie réelle, entre guillemets. La fin de la chaîne, c'est la dette d'État. Donc les deux sont liés. Ouais. Ce qui se passe quand on fait du quantitative easing, quand les banques centrales font du quantitative easing, c'est que les acteurs, c'est-à-dire les dealers, les banques, les shadow banking, rechignent à prendre des risques. Elles n'ont pas envie de prendre plus de risques. On dit que l'appétit pour le risque est plus faible. Donc, elles souhaitent détenir des collatéraux qui sont dits safe, c'est-à-dire qui ont le plus de liquidité, une très faible volatilité. Donc, quand la Fed fait du quantitative easing, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle retire ce safe asset du marché et elle injecte des dépôts. Ouais. Ce qu'elle espère, c'est que la banque va prêter ses dépôts. Ce qu'on observe, c'est qu'elle les utilise très peu finalement. Mais ce que ça force, c'est que ça force les acteurs à aller acheter des collatéraux qui sont moins safe. Donc en Europe, par exemple, au lieu d'acheter de la dette française et allemande, ils vont plutôt acheter de la dette grecque, italienne, de la dette d'entreprise et ils vont l'utiliser en repo. Puisqu'ils l'achètent, ce collatéral, le prix monte. Si le prix monte, le taux d'intérêt baisse. Donc si le taux d'intérêt baisse, la Grèce, l'Italie, l'entreprise qui s'est endettée emprunte pour moins cher. D'accord ? Donc la dette reste solvable. Le problème, c'est que en faisant ça, eh bien, elle compresse la volatilité, c'est-à-dire elle crée artificiellement de la liquidité de marché pour que la bourse ne s'effondre pas. Parce que si la bourse s'effondre, c'est le système de crédit qui s'effondre, c'est l'épargne logée dessus qui s'effondre, c'est la dette d'État qui devient quasiment plus liquide. Et du coup, la fin de la chaîne, c'est l'insolvabilité, même de l'État et des banques. C'est là qu'on réalise que sous l'apparence finalement de rendre les choses plus safe, plus sûres, parce que si les taux baissent, c'est qu'on se dit que c'est que la prime de risque baisse. En fait, c'est une espèce de fuite en avant, quoi. C'est presque un système de Ponzi. C'est que, en fait, la dette grecque ou même la dette française, il n'y a pas c'est pas le problème de la Grèce. Mais si les taux baissent alors que les comptes publics sont pas meilleurs, alors attention, moi je suis pas un austéritaire, donc je crois pas que la dette publique soit un problème. Mais peut-être que ça, on parlera de ça en deuxième partie de l'émission. Mais si on part du principe, c'est la base monétaire. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est là où il faut. Si on réfléchit comme une entreprise et qu'on se dit, si je suis risqué, on va me prêter moins facilement et je dois gérer en bon gestionnaire mon entreprise, donc avoir des dépenses et des recettes qui matchent et pas avoir plus de dépenses que de recettes. Un État, c'est différent parce que par rapport à ce qu'on vient d'expliquer, la dette des États, c'est finalement une autre sorte de monnaie un peu moins liquide et donc faut pas raisonner comme un ménage ou comme une entreprise quand on est un État. Quand on est un État, finalement, l'opération qu'on fait avec les banques centrales, c'est qu'on passe son temps à échanger de la monnaie dette qui est le collatéral, donc ce bon du trésor, et de la monnaie, du cash, et les banques centrales finalement font qu'échanger les deux, les investisseurs échangent les deux. Quand ils achètent un bon du trésor français, ils donnent du cash, ils récupèrent le bon du trésor, et puis dans 10 ans, quand le bon du trésor français est terminé, est expiré, il récupère son cash. Donc finalement, comme l'État est souverain et que les banques centrales sont souveraines, finalement, la différence entre la dette d'un État et la monnaie sous-jacente, elle est quasi nulle, et surtout dans un marché qui est aussi liquide qu'aujourd'hui et où les taux sont si bas, c'est de plus en plus la même chose. Donc finalement, c'est pour ça que j'avais dit l'autre jour que pour moi, la monnaie M4, entre grosses guillemets, c'est finalement les bons du trésor. Mais je voulais juste illustrer... Ouais, t'as totalement raison. Je voulais illustrer ce que tu disais avec un petit graphique qui nous vient d'ailleurs de Jezabel, si je dis pas de bêtises. Alors le temps que je le retrouve... j'avais laissé la vidéo d'ailleurs tourner. Voilà. C'est peut-être pour vous montrer plus concrètement, depuis 2000, et surtout depuis 2008,
de comparer donc la monnaie M0 et M1, qui sont ici en rouge et en noir. Alors certes, ça a quand même augmenté. Il faut regarder l'axe à droite pour la rouge. Et pour la noire et la grise, il faut regarder la courbe à gauche. Mais si je regarde à droite, donc, je vois qu'en gros, en 20 ans, la masse monétaire M0, donc les billets et les pièces, c'est passé de 500 milliards à 300 milliards. Bon, ça a quand même augmenté. Mais que pour 300 milliards finalement d'argent M0, il faut bien comprendre qu'on a une masse monétaire M3, donc d'argent financier, qui là est en fait 4 fois supérieure, qui est donc à 12 000 milliards. Et donc on a augmenté M3. Alors certes, on voit que ça a finalement augmenté plus ou moins dans les mêmes proportions, mais attention, ce sont les chiffres officiels qui ne prennent pas en compte aussi les monnaies M4, euro-dollar, etc. Donc c'est un peu biaisé. Mais même si on accepte que c'est pas biaisé, ou que c'est, je dirais, une version un peu améliorée de la réalité, même si on admet ça, il faut reconnaître que voilà, la taille de la masse monétaire M3, elle est énorme par rapport à la taille de la masse monétaire M0 et M1 surtout, parce qu'en fait M0 et M1 c'est quasiment la même chose, puisque M1 tu ajoutes ton épargne à la banque, donc ça reste de la monnaie du commun des mortels. Donc en fait on voit que finalement il a fallu mettre 3 fois plus d'argent M3, il a fallu créer 3 fois plus d'argent M3 pour que ça crée de l'argent M1. Donc est-ce qu'il n'aurait pas été plus efficace d'émettre directement en monnaie M1 tout ce qui a été émis en monnaie M3 pour que ça fasse profiter plus de monde. C'est plus ou moins ça que je voulais faire passer par ce graphique, c'est de faire comprendre que les différentes masses monétaires, bon, la Banque centrale agit essentiellement sur la banque M3, sur la monnaie M3, et que l'effet finalement sur la monnaie M1, qui est la monnaie voilà, du commun des mortels, qui comprend donc les pièces, les billets et l'épargne du commun des mortels, bon, bah, ça n'a pas eu un effet exponentiel, quoi. C'est juste resté très très linéaire. Et donc, aucun effet. Donc en fait, oui, c'est ça. Donc, ça n'a aucun effet, effectivement. Par contre, à l'inverse, ça a bien l'effet que celui que tu as décrit, c'est-à-dire que ça a fluidifié les marchés à un point où il y a un faux sentiment de sécurité. Oui, c'est vrai. Et qu'en plus de ça, un des points par rapport au petit schéma que tu as expliqué sur ton ami en Californie qui empruntait à 18%, c'est que ces différents collatéraux, ils sont utilisés plusieurs fois du coup. Parce que, c'est-à-dire que eux, ils ont un effet multiplicateur, finalement. On voulait... Alors justement, tu me rappelles la partie que j'ai oublié de préciser là sur le quantitative easing. C'est que, en fait, il faut savoir que les collatéraux sont réhypothéqués, réutilisés. C'est-à-dire qu'un collatéral peut être utilisé plusieurs fois. Pour donner un chiffre global, on estime de manière onshore, c'est-à-dire aux États-Unis, que selon le FMI, c'est réutilisé 2 fois et quelques. Selon la limitation légale, c'est 6,5 fois. Donc 6,5 acteurs peuvent détenir un même titre. Et de manière offshore, on observe que c'est plus d'une vingtaine de fois qui sont réhypothéqués. Et le plus intéressant, c'est que quand le quantitative easing s'opère, il y a une étude de la Fed et de la BCE d'ailleurs qui est sortie, qui expliquait que on avait un effet de 0,5, c'est-à-dire plus la Fed fait du quantitative easing, par exemple pour, je dis n'importe quoi, mais pour $100 par exemple de collatéral acheté, il y en a 5 qui vont être, ça entraîne 0,5% de réhypothécation du même collatéral. C'est-à-dire, plus la Fed assèche de collatéraux, plus le collatéral est réutilisé. Bah oui, forcément. Oui, parce qu'en fait, en fait, finalement, c'est là où c'est intéressant, c'est que racheter ces assets, ça revient à créer plus de monnaie M3, mais ça revient à réduire la masse de monnaie M4. Quelque part. Exactement. Et justement, l'impact sur les taux courts, c'est que moins il y a de... là, je te parle de l'EFFR, c'est-à-dire le taux directeur. Ouais. C'est que plus il y a de volume, en gros, de treasury, c'est-à-dire de dette d'État, plus le taux monte. Plus il y a de niveau de réserve, donc plus il y a du quantitative easing, plus le taux baisse. Donc on voit bien, en fait, qu'on a une ambivalence sur les taux à cause de cela.
NIT qui dit ça fait un peu artificiel, genre manip comptable. Oui, et c'est d'ailleurs beaucoup plus difficile qu'avec avec de l'argent M0 ou M1, parce que moi, si j'ai 10 € là tout de suite, je peux pas l'utiliser 4 fois. Je vais l'utiliser une seule fois. Alors qu'avec des opérations comptables, on part du principe que voilà, le collatéral, en fait, c'est plus proche finalement d'une opération que le commun des mortels ne peut pas forcément facilement faire, mais qu'on pourrait faire. C'est si j'hypothèque 3 fois ma maison. Oui, ça revient à ça. Ça reviendra à ça, ou de dire, je vais voir Dorian en lui disant tiens, prête-moi 500 balles et si je te les rends pas, je t'offrirai ma PS5 à la place. Et que je faisais le même deal à mon frère. Si je peux rembourser ni mon frère ni Dorian, j'ai qu'une seule PS5 à leur donner. Hein. Donc c'est là où. Ouais, mais t'as eu 2 crédits. Mais j'ai eu 2 crédits. Donc c'est cette opération-là qui est. Je sais pas pourquoi j'utilise toujours la PS5 comme exemple. Ça doit être un héritage de l'affaire GameStop. Mais ouais. Mais c'est clairement de la manip comptable parce que si le collatéral est utilisé plusieurs fois, le jour où le collatéral doit vraiment remplir son rôle, c'est-à-dire d'être un collatéral, tu prends le risque effectivement d'en être pour tes frais. Absolument. Peut-être une remarque rapide, tant que j'ai les schémas et que je les oublie pas. Il y avait celui-là que je voulais montrer aussi rapidement. Je vais te laisser le commenter, mais c'est juste pour illustrer, de dire que c'est ce qui explique un peu ma remarque en disant que Jean-Pierre Landau, quand il dit, et il n'y a pas que lui qui dit ça, hein, on pourrait parler de Greenspan, de Bernanke et d'autres, mais beaucoup de banquiers centraux vont possiblement vous dire, en tout cas des anciens, des vieux de la vieille, vont vous dire la monnaie et la finance, c'est effectivement pas la même chose, mais c'est parce que finalement, peut-être qu'au départ, c'était pas forcément la même chose, mais au fur et à mesure du temps et de la financiarisation de l'économie, cette monnaie s'est virtualisée, donc avec les différentes étapes. Et là, ce que ce schéma illustre finalement, c'est que c'est un petit peu le même schéma que tout à l'heure avec les différentes monnaies M0, M1, M2, M3, mais cette fois-ci avec une temporalité, pour dire que ce qui s'est mis à être popularisé de plus en plus, avec une dimension supplémentaire qui est chère au cœur de Dorian, c'est pour ça que je te laisserai commenter tout de suite, c'est aussi la différence entre ce qui se passe onshore, donc vraiment domestique, et ce qui va se passer offshore. Et c'est là aussi où va jouer le rôle de la globalisation, puisque si je reprends mon petit exemple où je dis qu'un bon du trésor français et 1 euro, c'est la même chose, puisque on passe notre temps à échanger des euros contre une dette souveraine européenne, et encore l'Europe, c'est pas le meilleur exemple, parce qu'il faut plutôt utiliser les US ou le UK, parce que la zone euro, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais admettons, si on fait cette vue schématique-là, c'est oublier le fait que l'argent circule aussi en dehors de la zone euro, finalement. Donc il y a ce besoin aussi de conversion, et ça peut impliquer pas mal de choses. Mais je terminerai aussi, parce que je pense que j'aurai pas d'autres moments pour le placer, mais que si ces notions de monnaie M4 et de voir ce que le collatéral et la monnaie, finalement, c'est un peu la même chose, et de comprendre aussi que la dette d'un État, quand on est souverain et qu'on détient sa monnaie, qu'on a le pouvoir monétaire, c'est pas la même chose que de gérer une entreprise ou que de gérer un ménage. Si c'est des notions qui vous intéressent et qui vous semblent pertinentes, elles le sont. Je vous encourage à jeter un œil au livre de Stephanie Kelton, le mythe du déficit, qui est sorti en français il y a pas longtemps. Je l'ai acheté en anglais, donc voilà, j'ai le plaisir de le lire un peu moins vite, mais ça c'est une recommandation que je peux faire. C'est très accessible, voire même trop, dans le sens où c'est très répétitif du coup. Mais bon, la pédagogie, c'est la répétition. Ça peut vous changer complètement le paradigme, parce qu'on entend beaucoup à la télé, même chez les banquiers eux-mêmes, de dire un pays ça devrait être géré comme une entreprise, c'est pour ça qu'il faut faire de l'austérité, c'est pour ça qu'il faut réduire les dépenses, alors qu'en fait non, un État qui est souverain, c'est pas la même chose puisqu'il a le pouvoir de créer la monnaie et de la convertir comme ça, c'est pas la même chose qu'un ménage ou qu'une entreprise, voilà, puisqu'elle a le pouvoir régalien finalement de la monnaie. Mais voilà, bon, je m'arrête là. Peut-être un mot donc sur ce schéma, Dorian, ou sur autre chose. Oh putain, je sais plus comment il a demandé à ce qu'on l'appelle. Arctic, NIT, voilà. NIT, il a fait un commentaire que je trouvais super intéressant, qui disait que
En physique, c'est pas possible de réutiliser plusieurs fois la même énergie. Bah, ça m'a donné une idée. C'est de partir de l'entropie. C'est-à-dire que, alors, l'entropie, et traduisez ça par l'augmentation du désordre. C'est la deuxième loi fondamentale de l'univers, la loi de l'entropie, qui stipule que dans un système isolé, c'est-à-dire qui n'a pas de connexion avec un monde extérieur, TDS moins son PDD. entropie, voilà. tu connais. L'entropie dans un système isolé ne peut qu'augmenter. Bon, ok. Ayez cette dynamique en tête. En 45, les échanges sont nationaux. Majoritairement nationaux en tout cas. L'accumulation du capital se fait à l'échelle des nations. Donc, les formes de monnaie souveraine, c'est les dépôts de la Fed, les dépôts des banques. Ok, très bien. Dans les années 60, on commence à s'internationaliser. Donc, il faut bien qu'on trouve une manière offshore d'échanger. Bon, en règle générale, on n'a pas confiance avec celui en qui l'on échange. Donc, on demande quelque chose de stable. On demande quelque chose de stable et de sûr. Donc, à l'époque, on demandait de l'or. Même si dollar as good as gold, on était déjà un petit peu dans la dynamique. Bref, on crée des euro-dollars. Donc, les dépôts euro-dollars, ça revient à un dépôt dans les banques américaines, mais de manière internationale. Dans les années 70, on voit qu'on commence à avoir de plus en plus de besoins de liquidité, donc on crée des monnaies spécifiques au marché sur lequel on évolue. Donc vous voyez Money Market Fund Shares, en gros ce sont des acteurs qui détiennent soit des écritures comptables bancaires comme des certificats de dépôt, des papiers commerciaux, ABCP c'est ça, des Asset Backed Commercial Papers, donc c'est des écritures comptables des banques. On commence à faire des repos, c'est-à-dire à prêter du collatéral contre du cash. Donc vous voyez, ça commence à s'internationaliser parce qu'on n'a pas le choix. On est obligé de se connecter les uns avec les autres et d'échanger, sinon le chaos règne. C'est un peu la toupie en fait. T'es obligé de, si tu veux qu'elle s'arrête, si tu veux qu'elle ne s'arrête pas de tourner. T'es obligé de continuer à relancer. Donc c'est d'où cette fuite en avant, quoi. C'est ça. Et voilà, je voudrais juste terminer, peut-être pas en faisant tout, mais voilà, juste en 2010, je voudrais juste insister sur 2010 parce que ça montre, vous voyez la case offshore tout en haut, il y a écrit C6 Swap Lines. Les lignes de swap, c'est la Fed, grosso modo, qui file des dollars à la BCE à un prêt garanti avec un taux de change et une maturité qui est déjà organisée, préparée. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. La Fed donne des dollars à la BCE donne des dollars aux banques européennes. C'est la première fois, tu me diras si je me trompe, Vince, mais pour moi, c'est la première fois qu'on a des échanges internationaux qui sont organisés par les banques centrales directement. Je sais pas, peut-être qu'il y a eu d'autres antécédents, mais j'ai l'impression en tout cas que c'est la première fois que ça arrive réellement, quoi. Donc pour moi, ce que ça veut dire, c'est que les banques centrales sont en train de nationaliser les euro-dollars, c'est-à-dire le système monétaire international. Au début, il était privé et il se nationalise de plus en plus. Moi, c'est ma ligne de lecture. Dis-moi si je me trompe. Non, il y a sûrement du vrai. Alors, je voudrais pas arriver dans un sujet trop controversé sans m'être préparé avant, mais je crois que c'est aussi lié à l'évolution de la concurrence mondiale et de la manière de considérer la mondialisation bien sûr. en particulier, puisque finalement la guerre financière et la guerre monétaire, c'est aussi une façon de faire une guerre moderne, et que certains pays sont très actifs là-dessus, et que les Américains et les Européens peut-être se rapprochent peut-être sur une certaine vision de l'économie qui serait différente d'empires qui seraient plus à l'est et qui auraient une autre vision de l'économie et une autre manière d'utiliser l'outil monétaire et financier, même si tous les pays l'ont fait et le font dans une certaine proportion, mais peut-être que le fait que certains pays le font de manière plus active et montrent un peu plus les dents ont aussi poussé une certaine renationalisation. Mais peut-être pour faire un parallèle qui vaut ce qui vaut, quand il y a une crise comme la crise du Covid, quand il y a une menace, un challenge, il y a toujours une notion un peu de repli. C'est logique, c'est pas forcément négatif. Mais voilà, quand on a réalisé la veille de cette crise Covid
dont on sort que difficilement et doucement, qu'il fallait peut-être renationaliser certaines lignes de production et que l'usine Monde, quand d'un seul coup des choses sont à l'arrêt, ça marche moins bien. Voilà, je dirais c'est un petit peu la même chose qui a dû se passer dans la tête de certains banquiers centraux, de se dire Oui. on a finalement lâché la souveraineté totalement au marché, mais il y a d'autres pays qui, eux, ont gardé un lien un peu plus fort de souveraineté par rapport à leur monnaie, et ils vont peut-être utiliser ce pouvoir-là pour nous la mettre. Donc on va faire un peu plus attention. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a plus d'échanges comme ça entre les différentes banques centrales. Mais c'est aussi, finalement, tu vois ça comme une re-souverainisation, ce qui est une bonne lecture à mon avis. Mais moi, je le vois aussi un peu comme un aveu d'échec, de dire qu'on a tellement fait confiance au marché, on a tellement désouverainisé tout ça, qu'on se retrouve à devoir faire ce genre d'échanges internationaux, finalement, plutôt que d'essayer de reprendre le contrôle, finalement, à la base. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu un retour en arrière, mais en même temps, c'est une fuite en avant, quoi. Donc... Il y a aussi, très rapidement, hein, il y a aussi une autre clé de lecture que j'ai découverte assez récemment que je trouve super intéressante, c'est celle de Michael Howell, qui est un analyste financier de marché. Et je vous encourage à lire son livre Capital Wars, qui est vraiment passionnant ce bouquin. Comme une guerre, on est d'accord. Hein. Oui, mais c'est de toute façon Capital Wars. J'avais compris Capital Hall. Pardon. Non. Rien à voir. Okay. Pardon. Ouais, désolé, c'est mon accent qui est encore un peu pourri, désolé. C'est ma faute. Donc voilà, et Howell en fait développe l'idée que les lignes de swap, c'est l'équivalent de l'OTAN au XXIe siècle. Ouais. C'est-à-dire que, grosso modo, les États-Unis, ce qu'ils font, c'est qu'ils assurent les approvisionnements de dollars, un peu comme ils le faisaient avec le plan de Marshall à l'époque, aux pays développés, pour contrer l'influence de la Chine, qui, elle, fait des lignes de swap. Regardez les lignes de swap chinoises, c'est effrayant. Ils l'ont fait avec énormément de pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. Ils font des lignes de swap. Donc les pays du coup qui les reçoivent doivent dépenser leur yuan, donc en Chine. Donc ça fait des débouchés pour les entreprises chinoises et surtout c'est de l'approvisionnement de matières premières pour les Chinois. Donc surtout les terres rares, qui va leur donner un avantage stratégique très important dans le domaine de la technologie. Ouais. Et donc, voilà, c'était juste pour dire qu'il y a aussi des stratégies géopolitiques qui sont à l'œuvre. Parce que après tout, le système des années 70, c'était quand même les Américains qui financent leur déficit. Enfin, moi, je pense que c'est quand même la clé de lecture la plus importante, c'est le déficit américain. Mm-hmm. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire. C'est vrai que je recoupe aussi par rapport au livre de Stephanie Kelton et la théorie monétaire moderne en général. C'est que finalement, par rapport à cette peur des déficits, c'est qu'en fait, créer du déficit, c'est une manière artificielle, quelque part aussi, d'augmenter la masse monétaire. Ah oui, totalement. Puisqu'on crée du collatéral en plus. Ça va être acheté directement par les marchés, même souvent à des taux négatifs, parce que comme derrière la Banque centrale en reprend aussi un petit peu de ses collatéraux, et ben, les banques ont besoin de cette nouvelle, parce que c'est un genre de monnaie en tant que tel, une catégorie de monnaie. Et donc on est arrivé dans un cycle où effectivement la théorie monétaire moderne, elle est pas loin de s'appliquer telle qu'elle est décrite, parce que bon, ça reste une théorie pour l'instant, mais elle est assez proche de la pratique, même si les gens n'ont pas encore fait le switch dans leur tête. Et c'est bien la preuve que le fait de faire du déficit, c'est finalement créer de la monnaie, quelque part, par défaut. C'est aussi la preuve que gérer un budget d'un État et gérer le budget d'un ménage ou d'une entreprise, ça n'a rien à voir, en fait. Et ça, je crois que c'est encore un truc que beaucoup de gens n'ont pas compris. C'est clair. Quand ils vont voter, ou quand ils vont d'ailleurs entendre des politiciens nous expliquer il faut réduire la dépense publique, il faut réduire le déficit. Moi, j'ai géré une entreprise, donc je saurais gérer un pays. Bah non, en fait, ça n'a rien à voir. Oui. Je voudrais juste, tant que j'y pense, là, j'ai ça dans la tête, je voudrais juste préciser quelque chose pour que les gens comprennent vraiment bien qu'on se fait escroquer pour moi depuis au moins une bonne dizaine d'années, si ce n'est plus. C'est que on entend dans l'économie réelle qu'il y a trop de dettes, ce qui est peut-être pas forcément faux d'ailleurs, mais j'aurais plus tendance à dire qu'il y a trop de dettes privées que publiques. Mais si on regarde du point de vue de la finance, du système bancaire et du système monétaire,
il n'y a pas assez de dette publique Ah bah c'est peanuts. et de safe assets. Alors, Voilà, si on fait le switch de se dire que finalement cette dette publique, faut bien comprendre ça, quoi. c'est de la monnaie, eh ben cette masse monétaire, c'est peanuts par rapport à ce qui est vraiment nécessaire pour faire marcher, pour être l'huile de la finance, des rouages de la finance telle que la finance fonctionne aujourd'hui. Alors après, est-ce que c'est souhaitable effrayant. ou pas, je sais pas, mais c'est vrai que c'est assez effrayant. Je vois Nid qui pose une question, j'en profite pour la prendre tout de suite. Ah, vas-y. Bon, la première partie de ta, J'ai pas lu, vas-y. de ta remarque, je m'y retrouve, c'est effectivement ça. Comment on fait peut-être pour justement changer ça Est-ce qu'on peut revenir notamment à l'échelle d'un continent comme en Europe? Donc je pense que tu veux faire la différence entre le cas américain et britannique où ils sont beaucoup plus souverains au niveau de la monnaie, puisque c'est un pays, une monnaie, une banque centrale, alors que nous, on a 19 pays, une monnaie, une banque centrale. Enfin, on a plusieurs banques centrales, mais la vraie banque centrale, c'est la BCE. Mais on a 19 budgets, 19 déficits, 19 capacités de lever l'impôt. Donc c'est vrai qu'en Europe, c'est plus difficile. La situation européenne n'est pas la même, elle est plus complexe, et donc encore plus financiarisée quelque part, en tout cas théoriquement, qu'elle ne l'est au Royaume-Uni ou qu'elle ne l'est aux États-Unis. Est-ce que ça veut dire que c'est plus difficile en Europe de revenir sur l'indépendance de la BCE? Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait même peut-être faire un Frexit ou je ne sais quoi? Bah, pas forcément, parce que moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on a un peu lâché de souveraineté monétaire, toutes les autres banques centrales, finalement, le font de la même façon. Et toutes les autres banques centrales sont indépendantes des États pour le moment. Elles font activement une politique qui est à destination du système financier et des marchés. Et donc, il y a a priori rien qui prouve que si la situation était un poil moins complexe au niveau de l'eurosystème, bah, la situation serait différente, parce qu'en fait les autres pays font exactement la même chose. À mon avis, c'est plus une question du dogme capitaliste et de certaines habitudes comme ça qui sont tenaces. Et à mon avis, c'est plus un combat politique qu'il faut mener pour faire tomber certains tabous ou certaines idées reçues du capitalisme qu'un problème de gouvernance européenne, puisque dans les autres pays où il n'y a pas les mêmes problèmes de gouvernance, il y a de toute manière les mêmes défauts. Donc, à mon avis, c'est pas forcément plus dur de revenir sur l'indépendance de la BCE que de revenir sur l'indépendance de la Fed ou de l'indépendance de la Banque d'Angleterre. À mon avis, vu les dogmes actuels et l'orthodoxie actuelle, ce serait très compliqué de revenir sur l'indépendance de cette banque centrale partout, en fait. et d'ailleurs, j'ajoute même à certains amis peut-être qui nous suivent et qui sont très UPR ou très Frexit, que si demain on faisait le Frexit et qu'on reprenait le contrôle de la Banque de France, etc., il n'y a rien qui prouve que... parce que si vous voulez, les austères et les orthodoxes qu'on a à la BCE ou qu'on a à la Commission, on a les mêmes à Bercy, on a les mêmes à la Banque de France. Donc ça reste une question de majorité politique et d'idéologie. C'est pas tant une question de gouvernance. Ouais, j'aimerais juste ajouter une petite précision par rapport à l'euro, comme tu le mentionnais vite fait. C'est que je vois énormément de gens qui fustigent l'euro pour la perte de compétitivité et moi ce que j'appelle l'entropie en fait de nos économies. Mais moi j'ai envie de leur dire, attendez, les Américains ils ont le dollar, j'ai pas l'impression qu'ils sont plus souverains que nous. Hein. Bon, peut-être qu'ils le sont un peu plus suite à la banque centrale et qu'ils peuvent imprimer entre guillemets des dollars. Mais même ça, c'est pas tellement vérifié. Les Japonais, ils ont les mêmes problèmes que nous. Bon, ils ont un peu moins de chômage parce qu'ils ont un système social différent. Mais c'est pareil, on est en déflation, taux négatif, la démographie qui devient beaucoup plus vieille, une épargne qui est beaucoup plus importante, un crédit qui est très très important, une production qui baisse. Enfin voilà quoi. On n'est pas isolé en Europe. Hein. Faut quand même regarder ce qui se passe ailleurs. C'est la même merde partout. Ouais. Donc certes, on a un poids. On a un poids de compétitivité par rapport à l'euro, même si déjà la compétitivité pour moi c'est un peu un terme obsolète parce qu'on n'est plus du tout dans le même paradigme. Mais bon, tout à fait. Voilà, je voulais juste pointer que c'est pas l'euro la cause des problèmes. Il faut bien comprendre que l'euro c'est un compromis fondateur. Non, d'ailleurs à ce jeu-là, si on accepte les prémices qui sont discutables et sur lesquelles qu'on n'accepte pas totalement, toi et moi d'ailleurs, sur le fait
retour à la croissance, compétitivité, etc. C'est idiot. Donc, Je c'est suis idiot. désolé, je le dis Non, clairement, c'est pour moi, idiot. c'est idiot. Mais si on les accepte, j'ai envie de dire, la BCE fait peut-être aussi bien, voire mieux que d'autres, puisque on se retrouve quand même dans des situations où même l'Espagne ou l'Italie ou le Portugal arrivent à emprunter à des taux proches de zéro, alors que leur compte public, techniquement... Tu vois, si on accepte un prémisse ordolibéral, elle fait le boulot peut-être même encore mieux que les autres, quoi. Donc... Excuse-moi, mais juste, t'imagines la tête de Jean-Claude Juncker ou certains commissaires européens quand tu leur dis que la dette d'État c'est la base monétaire. Mais mais je sais pas si c'est parce que ils ont pas compris, parce que ça fait 40 ans qu'ils bossent et qu'ils sont dans ce moule-là et qu'ils se disent bah je sais mieux que tout le monde, forcément l'expérience qui parle, et qu'ils ont pas vu que le monde changeait. Ou alors si c'est de la pure idéologie et ils ont vu que le monde changeait, mais ils veulent pas admettre que le roi est nu, et donc ils continuent à faire vivre un petit peu le mensonge. Je pense qu'il y a un peu des deux. Moi je l'ai vu à l'inverse, ceci dit, chez des petits jeunes qui ont ton âge. Bon, on a à peu près le même âge, je dis ça pour taquiner, mais j'ai vu des petits jeunes qui voilà, 22, 25 ans, qui sont en master ou en doctorat. Et comme ils ont appris Adam Smith, et visiblement ils n'ont pas tout lu d'Adam Smith, mais... Et ils n'ont pas lu La richesse des nations, voilà. Ni la théorie des sentiments moraux. Non mais si tu veux, c'est des experts en économie, dans le sens où ils ont un master d'économie ou un doctorat en économie. Et donc du coup ils ont accepté finalement pas mal de dogmes libéraux et du capitalisme comme étant des vérités scientifiques, au même titre que la loi de la thermodynamique ou de la loi de la gravité. Donc il n'y a pas besoin, des fois, c'est ça qui est encore plus flippant par rapport au système dans lequel on vit, c'est que voilà, la science économique, elle est importante, elle est intéressante, mais elle est fausse. Mais c'est pas, ça reste une théorie, quoi. Ça reste une théorie, et il est facile de prendre des dogmes pour des réalités absolues, et ça se voit chez des gens qui ont pratiqué ça pendant 60 ans et qui du coup sont convaincus de leur truc, comme Jean-Pierre Landau pour ne citer que lui, ou Juncker pour en citer d'autres. Mais là où c'est encore plus perfide, c'est que parfois, même chez des petits jeunes de 25 ans, le fait que ce soit présenté comme une science et qu'on a lu tous les livres, etc., on est un peu aussi... on a la même, étroitesse du champ de vision, voilà, pour le dire poliment. Franchement, quand tu dis ça, je te jure, moi je me pose vraiment toujours la question, est-ce qu'ils sont corrompus ou juste un peu idiots ? Parce que sincèrement, là, le premier exemple que j'ai en tête, c'est le rapport Arthuis. Je ne sais pas si ça vous parle, l'audience, pour contextualiser. C'est un rapport qui a été commandé par le gouvernement en place afin de faire une évaluation des taux d'intérêt à 10 ans, donc évaluer la soutenabilité de la dette et d'émettre des pistes d'économie. Alors le mec... il sort d'un calcul de physicien frustré, on ne sait pas d'où il sort, que les taux d'intérêt ils vont remonter à 3 ou 4% dans quelques années. Alors d'où ? Comment ? Aucune idée. Donc, si on estime que dans 5 ans, le taux d'intérêt va monter, c'est qu'il faut faire des économies tout de suite. Parce qu'il faut se préparer, vous comprenez ? Il prévoit rien du tout, aucune transition écologique, technologique, mais par contre, la soutenabilité de la dette, il faut s'en prémunir, vous comprenez ? Et donc, les mecs préconisent une baisse des dépenses publiques, une baisse du chômage, des aides sociales, etc. Parce que selon eux, les taux d'intérêt vont monter. Alors que vous avez suivi notre raisonnement sur le quantitative easing, les taux à zéro et négatifs, ils sont là pour durer. Et surtout aux États-Unis, on va peut-être en parler un peu plus tard ou dans un autre live écho, mais quand on regarde un peu les fondamentaux, ils sont en train de lutter très très fort et artificiellement pour lutter contre les taux négatifs. S'ils laissaient faire le marché, les taux négatifs là, ils seraient déjà dedans. Déjà, il y a une question de taux naturel. Alors déjà, ça, ce serait faire passer l'économie comme étant la loi de Taylor, comme étant une science exacte, ce qui n'est pas le cas. Mais admettons, parce que c'est quand même pratique. Dans un monde où la croissance est proche de zéro, dans un monde où de toute manière on est à la fin d'un cycle de productivité aussi, et qu'un nouveau cycle de productivité, s'il n'est pas vert et s'il ne prend pas en compte une certaine sobriété, n'est probablement pas désirable, dans un monde où l'inflation est proche de zéro, il sera difficile d'avoir des taux d'intérêt classiques à 4 ou 5%, contrairement à ce que dit M. Artus, parce que les choses ne sont pas décorrélées non plus.
Ça, c'est une chose. Bah, Mais juste Vas-y. une autre chose rapide, c'est que en plus c'est à peu près, c'est ça qui est dingue, parce que ça répond un peu à la question de Nietzsche qui dit comment on teste l'expérience en économie, comment on teste ses théories. C'est que ce que dit Artus finalement, c'est pas très différent que ce que disait le FMI il y a 12 ans en post-crise des subprimes, en disant il faut faire de l'austérité, Et même le FMI, lui au moins, a eu la décence de dire on a dit une connerie. On a vu que ça n'avait pas marché et que l'austérité avait au contraire précipité la chute plutôt que d'essayer d'anticiper ce sauvetage. Et Artus, finalement, te redit les mêmes conneries que ce qu'on nous a servi il y a 10 ans. Arthuis, pas Artus. Artus dit d'autres conneries, pardon. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Artus, qui est le usual suspect de chez Natixis, qu'on n'embrasse pas. Attends, je suis désolé, je fais juste une toute petite parenthèse. Si vous voulez rigoler, allez sur Twitter et tapez le hashtag Artus à la rescousse. Ah non, mais J'en dis pas Artus, plus. il est magique. Non, mais même abonnez-vous à son compte Twitter. Parce il aime bien faire frissonner les salons parisiens en disant le capitalisme est mort, ou des choses comme ça, alors qu'en fait, il a une note avec 3 graphiques qui mélangent tout et rien. Bon, bref, je m'arrête là. Non, ce que j'ai essayé de dire, c'est que Arthuis, effectivement, raconte des bêtises qui ont déjà été démenties il y a 10 ans par des gens qui étaient aussi orthodoxes que lui, donc ça c'est quand même assez impressionnant. Et d'autre part, ça montre aussi une des faiblesses avec la science molle qu'est l'économie, c'est que quand tu es Monsieur Macron et que tu veux un rapport dont tu connais déjà les conclusions à l'avance, tu sais quels économistes il faut inviter. Ouais, c'est clair. Le truc, c'est que l'économie est plus proche de la politique que de la physique, puisqu'il y a différentes chapelles et que quand tu invites les gens à l'avant, tu sais qui est invité pour savoir à peu près où ça va aller. Et par exemple, typiquement, le débat de la semaine dernière, on savait très bien qu'entre Jezabel et Jean-Pierre, il y allait avoir des frictions. Ce qu'on n'avait pas forcément anticipé, c'est qu'elle serait aussi forte. Mais bref, oui, il y a un côté très idéologique et très subjectif aussi, malheureusement, là-dedans. Et pour répondre du coup à Roland, qui répond à ta remarque, savoir s'ils sont corrompus ou juste bêtes, etc. Bon, il y a sûrement un peu des deux. Il y en a qui sont corrompus et qui continuent la petite fable parce que ça les arrange bien, donc ils sont dans la manipulation. Et puis il y a des gens qui continuent la petite fable parce qu'ils sont les manipulés. Et il y a des gens qui y croient dur comme fer. Pour moi, c'est des prêtres. C'est ça, mais bien sûr, mais on est dans un système de gourou. Moi, c'est pour ça que c'était un des débats que j'avais essayé de faire avec notre ami Eureka sur l'épisode de Rue de la Révolution. C'est qu'il y a en économie, il y a un vrai phénomène de gourou. Et peut-être pour aussi parler d'une actualité plus récente avec le Bitcoin qui fait encore une fois de la merde, il y a des gourous aussi là-dedans, quoi. Je savais que t'allais le lâcher, le Bitcoin. Non, mais c'est obligé, c'est l'actu. Et le Bitcoin, pour moi, c'est une des preuves. La volatilité qu'il y a sur le Bitcoin actuellement est la preuve que c'est non pas une crypto-monnaie, mais un crypto-actif. C'est un actif financier, mais c'est pas un moyen de paiement. Parce qu'un moyen de paiement, on peut pas se permettre de payer une baguette 1 euro aujourd'hui et 4 euros demain. C'est pas possible. C'est dans la définition de la monnaie. Pour qu'une monnaie soit une monnaie, il faut qu'elle soit plus ou moins stable. Sinon, on peut pas l'utiliser. C'est aussi con que ça. Et d'ailleurs, les phénomènes d'hyperinflation en Afrique ou en Amérique du Sud ont créé un bordel monstre. Si demain le Bitcoin était une monnaie, en tout cas le Bitcoin pourra devenir une monnaie le jour où elle sera plus stable. Mais par contre, là où c'est antinomique avec le Bitcoin, c'est que pour assurer une certaine stabilité de la monnaie, même si moi je suis pas forcément pour une indépendance absolue de la banque centrale, il faut quand même un organe qui jette un œil à ça. Typiquement une banque centrale avec un mandat un peu plus terre à terre et un peu plus humain, ça me ferait très plaisir. Mais s'il n'y a pas de banque centrale, pas de mandat et pas tout ça, je vois pas comment un crypto-actif peut devenir une crypto-monnaie. Donnez-moi tort, mais je crois qu'il y a une tautologie dans le fait que si c'est trop volatile, ça peut pas être une monnaie. Je vais me faire détester par la secte du Bitcoin, mais c'est pas grave. Sur cette chaîne, on aime bien les hot takes aussi. Donc, écoute, moi je vais peut-être, je vais dans ton sens, mais je nuance légèrement parce que peut-être que vous avez tous entendu parler ici du Tether, c'est-à-dire l'USDT. Pour ceux qui connaissent pas, le Tether, c'est
un stablecoin. Donc le but en fait c'est de fournir une monnaie donc qui est très très peu volatile, donc très liquide et qui peut être utilisée en guise d'échange. Le Tether pour moi c'est l'euro-dollar mais numérique. C'est-à-dire que c'est une extension du dollar, un substitut de dollar qui est utilisé comme tel dans le régime des cryptos. Donc quand vous voulez acheter une crypto-monnaie comme Bitcoin, Ethereum, n'importe quoi, vous prenez vos dollars, vous passez au Tether, vous achetez votre Bitcoin avec le Tether, qui bien sûr est sous-évalué par rapport à la valeur du dollar, mais bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Et ce qui est assez fou, en fait, c'est que ça marche et ça fournit de la liquidité. Et le Tether, il est quand même régulé par les régulateurs américains, ils ont quand même l'œil dessus et ils peuvent les contraindre s'ils le souhaitent. Bah, Et qu'est-ce qui back Vas-y. Je me permets juste de faire juste une remarque pour rebondir sur le chat. Déjà, Rachid, désolé pour ton pote qui visiblement va devoir faire un gros régime. Mais l'autre point, peut-être pour préciser, parce qu'en fait, quand tu dis que tu nuances un peu, en fait, on est 100% d'accord. Il n'y a même pas à nuancer. C'est que ce que je disais, c'était plutôt par rapport au Bitcoin. C'est juste les régulateurs, quoi. Je parle pas des crypto-monnaies en général, parce qu'il faut séparer, je dirais, la technologie. Et la technologie de la blockchain peut être utilisée pour des monnaies courantes aussi, pour des actifs, pour plein de trucs, pour des contrats d'assurance. C'est utilisé à cette heure-ci. Pour les real estate, les smart contracts, ça avance de ouf aux États-Unis. Tout à fait. Donc des contrats aussi de produits dérivés qui pourraient être du coup liés à la technologie blockchain. Mais du coup, c'est la technologie. Et puis il y a des crypto-monnaies qui, elles, sont construites à l'inverse du Bitcoin, qui se basent du coup finalement comme une extension des monnaies déjà existantes avec un niveau de virtualisation supérieur et qui du coup ont une espèce, comment tu appelles ça, une encre, enfin un peg, tu vois, il y a quelque chose. Ouais, un peg. Un peg, c'est exactement ça, un peg. Et voilà, je voulais juste en fait émettre un détail parce que j'ai vu qu'il y a une incompréhension qui est très relayée en fait sur les réseaux. C'est-à-dire, les commentateurs ont tendance à dire que lors de la publication des réserves qui gagent la valeur du Tether, il n'y a que 3% de cash, à peu près. Et donc, tout le monde crie à l'insolvabilité, que oh là là, il n'y a que 3% de cash, donc comment ils vont faire, c'est pas liquide, ils sont pas solvables. Voilà. Alors qu'il y a 60% de papiers commerciaux. Les papiers commerciaux, derrière, c'est les fonds monétaires, c'est les marchés monétaires, donc c'est le repo market. Si vous pensez que vos banques sont beaucoup mieux capitalisées que ça, think again. Hein. Ouais, voilà. Et surtout, voilà, les papiers commerciaux, c'est la Fed qui est derrière, quoi. Donc voilà, je tenais juste à nuancer ce problème de la valeur en rappelant que le collatéral est une money-like et donc le papier commercial est une forme de monnaie qui est liquide. Donc voilà, le Tether, et pour ceux qui tradent, peut-être il y a des corrélations très intéressantes à faire entre la crypto, la vol des cryptos et les spreads entre le papier commercial, le Libor. Et la valeur du Tether, il y a des choses très intéressantes à faire. En tout cas, si les cryptos, ça vous titille, ma première réaction serait de vous dire think again. Ma seconde réaction serait de vous dire allez plutôt voir ces cryptos-là que d'aller plonger dans le Bitcoin ou le Dogecoin et de vous faire niquer tous les 15 jours par Elon Musk. Quoi, parce qu'à un moment donné... Oh putain, Elon Musk. Ce mec-là me donne envie de quantifier le narratif. Tu sais, créer un gamma de gamma, un accélérateur d'accélérateur, avec l'externalité de réseau de ce mec-là. Il y en a qui doivent en profiter, hein, c'est clair. Oh, c'est sûr. Je leur souhaite. Mais bon, c'est le mal par le mal, quoi. Ah ouais, bah moi je suis un peu des influenceurs qui tradent sur le marché. Ils étaient short avant le tweet de Musk, hein, donc... j'ai pas envie de dire délit d'initié, mais je dis quand même délit d'initié. Hein. Blue Angel, like an acrobat style. Et lui, par contre, clairement, je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. Quoi. Ah, mais il sait totalement ce qu'il fait. Attends, il a même changé les statuts juridiques de Tesla pour avoir un titre Master of Coin, quelque chose comme ça. Putain, on dirait mes potes d'association étudiante. Sauf que lui, il a l'entreprise la plus capitalisée au monde. C'est un peu un gros beauf, quoi. Mais bon, même les gros beaufs peuvent réussir, il n'y a pas de problème. Ce sera peut-être sur ces mots beaucoup moins philosophiques et voilà, beaucoup plus du cœur. Moi j'ai dit un peu tout ce que je voulais dire, donc s'il y a une dernière chose que tu voulais aborder ou faire un court résumé ou rappeler une notion, n'hésite pas. Sinon, je pense qu'on va tout doucement s'orienter vers la fin. Ça fait déjà 1h20 qu'on est live, donc...
J'aimerais juste, en fait, pour moi, la seule chose qui me tient à cœur, et honnêtement, c'est en partie pour ça que je fais toutes ces études informelles et qui me serviront peut-être à rien dans ma vie, mais j'ai vraiment envie que les gens comprennent que putain, la dette publique, c'est pas un problème, ça fait vivre des gens. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas les opportunités parce que la société, elle est défaillante. Et j'en ai marre, en fait, que ça soit toujours les mêmes qui subissent les ajustements. Il n'y a pas assez de Ouais, ouais, dette non, c'est clair. publique. C'est Il n'y en clair. a pas assez quand on regarde les banques. Donc j'aimerais vraiment qu'on comprenne que quand un politicien nous dit il y a trop de dette publique, il faut faire des économies, c'est soit un con, soit un corrompu. C'est Dans ça. tous les cas, ça commence par la même chose. Non, et puis en plus, t'as presque envie de leur dire, mais essayez l'alternative. Parce que ne pas financer tout ça, bah, ça amène de toute façon à des problèmes voilà, encore Voilà, plus et en graves. plus, vous êtes en train de détruire le système parce que vous le comprenez Parce même que vous pas. l'avez Ça, pas, c'est le parce truc que qui vous me l'avez tue. pas compris ou parce que ça vous arrange finalement de Ouais. perpétuer Oh oui. ces différences de classe et de laisser des gens aussi dans la merde. Donc c'est ça, Clair. c'est soit des cons, soit des corrompus. Ouais, non, mais je pense que c'est bien, c'est bien décrit. Hein. À ceux qui, Voilà, c'est juste ça. à ceux qui voient dans ce statement et ce hot take un appel aux extrêmes, méfiez-vous aussi parce que les cons et les corrompus en termes d'économie, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup au Rassemblement National aussi. Hein. Oh là 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 là. Non, non, mais Oh. je tiens à le dire parce Parle pas de malheur. parce que je voudrais pas que nos propos soient mal interprétés alors qu'on est en train de dire exactement l'inverse, quoi. Tu vois. Ouais. Mais je sais que dans notre audience du Live Echo, nous sommes entre gens de bonne intelligence, bien évidemment. Nid qui Oui, nous voilà, demande c'est quand des même, pistes. Nid nous demande quand même si on a le temps de revenir sur les questions de la semaine dernière. Ah oui, tu veux dire les questions qui ont été posées pendant le... J'ai pas la liste sous les yeux, j'ai pas fait mes devoirs. Mais si t'en as une ou deux qui te reviennent en tête, là, n'hésite pas, on peut essayer d'y répondre. Ouais, moi aussi, j'ai encore un peu de temps devant moi. On peut prendre 5 minutes, 5-10 minutes s'il y avait des questions. Parce que c'est vrai que sur le live de la semaine dernière, c'était un peu frustrant. Moi, j'avais les mecs de Positive Money qui essayaient de me passer les questions du chat, les questions du live Facebook, les questions du Zoom. Parce qu'en fait, on était live sur Facebook, sur Zoom et sur Twitch. Et comme en fait, ils étaient à fond dedans, Jean-Pierre et Jézabel, il était très très dur d'intercaler les questions du chat, donc je m'en suis excusé platement la semaine dernière. On a réussi quand même, par rapport aux remarques, à répondre à certaines des questions qui n'ont pas été posées explicitement, mais on a amené les intervenants quand même à répondre à certaines des questions. Mais ouais, il faudrait que je reprenne la liste précise des questions, parce qu'il y a effectivement 2-3 trucs qui n'ont pas été répondus du tout. Alors typiquement des trucs genre l'annulation de la dette, on en a à peine parlé, mais spoiler alerte, l'annulation de la dette, vu d'où vient Jean-Pierre Landau, on n'aurait pas eu de réponse particulièrement constructive là-dessus. Et quant à la réponse de Jézabel sur l'annulation de la dette, je pense que vous connaissez toute sa position. Jézabel fait partie des économistes qui ont lancé l'idée en fait à l'époque. Ouais. Quoi qu'on en pense, voilà, je vous encourage peut-être à aller jeter un œil au Twitter de Jézabel si jamais vous avez des remarques là-dessus. Moi, si vous me demandez mon avis sur l'annulation de la dette, moi je considère que c'est pas forcément une mauvaise idée. C'est une façon de changer cette espèce d'exclusivité de la monnaie M3 et du système financier pour finalement donner un peu plus de marge de manœuvre aux États directement. Maintenant, annuler la dette, c'est reconnaître que la dette elle-même est un problème, alors que comme on vient de le dire pendant une heure, la dette c'est pas forcément un problème du tout, quoi. Donc j'ai un point de vue un peu plus neutre que Jézabel sur l'annulation de la dette. C'est pas une mauvaise idée en soi, mais à mon avis c'est pas là que se joue l'enjeu, et la dette peut encore grossir sans problème compte tenu de la taille du système financier pour l'absorber. Bah écoute, sur la question de l'annulation des dettes, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Nicolas Dufresne, quelqu'un Ouais. que j'apprécie beaucoup. Mhm. J'apprécie beaucoup ses idées et le personnage en lui-même. C'est quelqu'un qui fait confiance quand il n'y a pas de collatéral et ça, c'est assez rare. Comme toi d'ailleurs, Vince. Non mais Mais, Nicolas, on s'entend bien, il est sympa. Ouais, j'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. Ça nous arrive de Mais discuter voilà, aussi. j'aimerais répondre en fait à peu près la même chose que je lui ai dite. C'est que compte tenu de l'importance du collatéral comme money like, je pense moi sincèrement que si on essaye d'annuler les mauvaises dettes, il faut en rajouter des bonnes. Et je vais venir à ma pierre à l'édifice de la transition écologique.
ça serait, moi je pense, enfin, j'en suis totalement convaincu en fait que il faut absolument que les transactions sécurisées des banques ne concernent plus des dettes publiques d'État, mais des green collateral, c'est-à-dire des dettes écologiques qui bénéficient à des entreprises écologiques et non pas à Total, Ford, etc. comme ça en train de le faire en ce moment même. Mais voilà, je pense sincèrement moi que si on veut financer et vraiment créer des institutions qui sont écologiques, on a besoin de greener la finance, bien sûr, mais ça passe pour moi par un interbancaire qui est totalement collatéralisé par du green. Je suis assez pour d'accord. ça, Je suis même tout à fait d'accord, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, s'il y a un point où plus personnellement j'en veux un peu à Jean-Pierre Landau pour avoir dit une connerie la semaine dernière, c'est qu'il a essayé de faire passer la proposition de greening, et ça répond du coup aussi un peu à ta question, Nit. Si on part du principe qu'on est d'accord pour dire que la finance et la monnaie c'est quand même un peu la même chose, en tout cas en pratique, même si en théorie au départ ça l'était pas, en pratique ça l'est, et que la finance exerce un pouvoir néfaste par rapport au court-termisme, qui était notamment le point de départ de Dorian lors de cette émission, lors de ce stream. Donc un effet néfaste sur la finance, sur la planète, pardon, sur le climat. Alors oui, il faut bien évidemment verdir la politique monétaire. Et là où Landau a fait passer des vessies pour des lanternes la semaine dernière, c'est que quand on a parlé de Green LTRO, donc le fait de conditionner les prêts ou d'annulation, des choses comme ça, c'est qu'il a essayé de faire croire que ce qu'on voulait faire, c'était que la Banque centrale ne rachetait que des prêts verts, et laisser les prêts bruns, donc les prêts polluants, je me rappelle de ça. dans le bilan des banques pour les laisser dans la merde. Et là, il nous a pris pour des cons, parce que ce qu'on propose, c'est exactement l'inverse. C'est de dire que, ok, vous avez des prêts qui sont un héritage d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, qu'aujourd'hui, c'est un poids sur vos actifs, enfin, sur votre bilan comptable, que ça vous empêche de faire des nouveaux prêts, admettons, mais qu'en gros, éventuellement, annulons ou rachetons cette partie de la dette qui est de toute façon dans le passé, et les erreurs du passé, voilà, essayons de les... Et ce qu'on conditionne, c'est qu'à partir de maintenant où on vous a annulé une partie de la dette, et notamment de dettes liées à des actifs polluants et carbonés, toutes les nouvelles dettes que vous faites à partir d'aujourd'hui, elles doivent être exclusivement ou essentiellement targetées sur des emprunts utiles et faire de la bonne dette, c'est-à-dire de la dette qui va servir à notre planète. Et c'est cette dette que tu décris. Et lui, il a inversé la proposition pour nous faire passer pour des cons. Et ça, c'était vraiment malhonnête de sa part. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse comme proposition, j'ai eu le plaisir et l'infime honneur d'écrire un papier là-dessus avec Aurore Laluc, qui est géniale, et Isabelle Coupé-Soubéran, qui est géniale aussi, sur une cleaning bank, et qui décrit justement ce truc-là, c'est de dire, voilà, on prend les erreurs du passé, on les annule, à condition que, dorénavant, les nouveaux prêts que vous octroyez et les nouveaux secteurs de l'économie que vous financez, c'est de la finance verte, et que cette dette-là, justement, c'est de la bonne dette. Elle pourra servir en collatéral, elle dessert pas, parce que la dette en soi, c'est pas un gros problème, mais s'il vous faut vous libérer un petit peu de marge de manœuvre pour faire de la nouvelle dette, oui, mais à condition que cette nouvelle dette soit de la dette verte. Et voilà, et... Vas-y, non, c'est bon. Je t'ai coupé. Non, c'est juste pour finir. Voilà, j'espère, Nid, que ça répond plus ou moins à ta question, mais je réalise, vu suite à ta remarque, que j'ai bien fait de le dire, parce que voilà, Lando m'a un peu fâché la semaine dernière, parce qu'il nous a pris tous les deux pour des cons, Jésabelle et moi-même, en disant exactement l'inverse que ce qu'était notre proposition, en fait. Mais il le sait très bien. Et moi, j'aimerais juste rajouter que souvent, c'est pas du tout envers toi là ce que je vais dire, hein. C'est plutôt une remarque très générale. C'est que on a souvent tendance à penser en tant qu'occidentaux. Enfin, j'ai une copine qui fait des études très poussées en sciences du langage, donc je suis peut-être un peu biaisé là-dedans, mais je pense que c'est peut-être lié à la structure de la langue française, mais on a vraiment tendance à penser que on va trouver une solution et que ça va tout changer. Non, et voilà, c'est que je pense que quand on propose ces histoires de green collatéral, que ça soit une base monétaire, verdir la politique monétaire, moi j'aimerais rappeler que c'est pas la solution miracle, c'est une partie
c'est une base qu'on a besoin de poser pour construire les fondations de demain, mais ça va de pair avec un plan fiscal, une politique Mais budgétaire, une politique de réaménagement des le villes. point c'est un des points qui nous a surpris avec Isabelle par rapport à Jean-Pierre. C'est que Jean-Pierre, on s'attendait qu'il soit pas d'accord avec nous sur le monétaire. Mais on s'attendait. Et pourtant. Mais on s'attendait à ce qu'il puisse admettre que même si c'était pas la priorité, ça pouvait se faire parmi d'autres choses et qu'on pourrait avancer dans le débat. Or, on est resté bloqué 1h30 sur la question du monétaire parce qu'il voulait pas en démordre, qu'il fallait pas utiliser le monétaire. Et alors que mon point, c'est exactement le tien. C'est que même si, et d'ailleurs, moi je suis 100% d'accord avec Jean-Pierre quand il dit le prudentiel, c'est peut-être encore plus efficace et c'est peut-être encore plus urgent. Oui, de toute façon, il a peut-être raison. Vous le savez sur ce live, le prudentiel, vous le savez aussi si vous m'avez eu en prof à Jussieu, le prudentiel et le fait de prendre en compte le risque climatique dans les règles prudentielles, pour moi, c'est le truc numéro 1 qu'il faut faire. Par contre, moi je suis d'accord avec toi, Dorian, c'est que une fois qu'on a dit ça, ça ne nous empêche pas de discuter sur des autres leviers. En fait, voilà. Et il n'y a pas une solution miracle. Et il va falloir, de toute façon, je pense que la thématique climatique est assez importante pour que tous les domaines s'y mettent. Il faut activer tous les leviers. Mais surtout, si on veut que ce soit efficace, il faudra de toute façon activer plusieurs leviers. Donc c'est pour ça que... Et c'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs c'est peut-être un autre reproche, c'est pour ça que j'ai aussi peut-être une vue un peu plus nuancée sur l'annulation de la dette. Moi, l'annulation de la dette, je ne suis pas contre. Par contre, je considère que la dette n'est pas un problème en soi. Mais ça ne veut pas dire que je vais ne pas défendre l'annulation de la dette, parce que je comprends pourquoi les gens sont là. Mais j'ai vu qu'à un moment donné aussi, le débat sur l'annulation de la dette a un petit peu subi le défaut que tu décris, c'est que chez certains annuleurs, c'est la solution, c'est l'alpha et l'oméga, et il faut parler que de ça, et tout le reste n'est pas bon. Et bien ça, c'est pas sain non plus, effectivement. Ouais, exactement. Et voilà, si je disais ça, c'était aussi pour rebondir en fait sur la première remarque, qui est en fait la réduction de notre vision. Et ça, pour moi, c'est pas quelque chose de financier, c'est quelque chose vraiment qui est. C'est ontologique presque. Je sais pas si c'est occidental ou quoi, mais en tout cas, c'est ontologique pour sûr. Oui. Voilà, c'est sûr. Franchement, c'est même anthropologique. Là, c'est vraiment, on est à un stade de notre civilisation. J'ai l'impression qu'on est paumé. Enfin, en tout cas, nous, c'est vrai que c'est très englobant, mais en tout cas, j'ai l'impression que les dirigeants, ceux qui ont les commandes, qui ont les leviers de pouvoir, sont totalement paumés sur ce qui se passe. Et vraiment, moi, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais insister. Ce qui est important, c'est de penser long terme. On a vraiment besoin de penser à long terme. On en manque. J'ai l'impression, moi, en tout cas, qu'on manque cruellement de stratégie, en fait. De stratégie à 10 ans, 20 ans, essayer de prévoir, de planifier ce qui va se passer, optimiser, mobiliser les bonnes ressources. Et ça, moi, je trouve ça absolument désastreux, en fait, qu'on n'arrive même pas à penser au-delà de 1 an, 2 ans. Ils sont infoutus de prévoir les choses. Et enfin, je parle des politiques, là, quand je dis ça. Je comprends bien, mais la tragédie des horizons que tu décrivais en finance, tragédie des horizons. Elle se retrouve aussi dans le milieu politique, et elle est aussi liée au fait que le temps électoral, le temps des mandats, la survie d'un mandat à l'autre crée la même tragédie des horizons et cette recherche court terme et cette incapacité à penser le long terme que la finance. C'est peut-être pour ça que je suis passé de la finance à la politique finalement. Le court terme, ça me connaît. Non, mais blague à part, pour moi, il y a des symptômes et des manifestations et des problèmes qui sont les mêmes en finance et en politique. Pour le coup. Donc, tu sais, de toute façon, peut-être qu'on va terminer là-dessus parce que ça commence à durer un peu. Mais moi, je suis un grand admirateur de l'école de la régulation et je vous invite tous à chercher, à faire des recherches, à comprendre la pensée de cette école que je trouve absolument remarquable. Et vraiment, Michel Aglietta, dans ses études sur la monnaie, explique très très bien qu'une crise monétaire est partout, en tout temps, une crise politique. La monnaie, c'est la souveraineté du politique. Il ne faut jamais qu'on dissocie les deux. Une crise monétaire, c'est une crise politique en la confiance du gouvernement. Et voilà, tout va de pair. Donc voilà, c'était juste pour amplifier ce que tu disais. Non, mais je te remercie et je partage complètement. D'ailleurs, Michel, que j'embrasse, j'ai eu aussi l'infime honneur d'être invité lors d'une réunion sur le Green Deal à parler à ses côtés. Oh là là. C'est quelqu'un de très inspirant. Incroyable. Malheureusement, il n'y a pas de traces vidéo de ça, mais il y a des photos. Incroyable. Jetez un œil à mon Instagram, mais c'était très cool de pouvoir parler Green Deal avec Michel. Ouais. C'est clair, c'est un des plus grands économistes français.
qu'on ait eu, c'est Non, clair. c'est une sommité. Peut-être qu'il faudra qu'on l'invite au live écho. Faudrait que je Oh là l'appelle. là, si tu l'invites, il faut absolument que je le vois. Ce Bon, mec-là, peut-être, j'ai trop lu. peut-être à l'occasion, mais non, c'est vrai que c'est juste avant le confinement en plus, donc c'est vrai que là depuis, enfin le premier confinement, j'entends, donc c'était juste avant la pandémie. Mais bref, peut-être juste pour terminer là-dessus, effectivement, et puis pour répondre à Nit, est-ce qu'il y a des fondements qui foirent? On parle d'affecter un coût environnemental d'une activité. Si par exemple, on prend le cas prudentiel, mais c'est vrai pour un autre niveau, si on calcule un bonus, malus, etc. On Ah revient oui, sur changer la compta, Ouais, grand sujet. pour l'instant, chacun a sa formule. Et ça reste un des défis, c'est d'avoir la bonne formule. Parce que par exemple, là, on en parlait un petit peu d'ailleurs la semaine dernière avec le nuancier ou la taxonomie. Cette grille de lecture, elle est nécessaire. Mais elle n'est pas suffisante. Ah oui, la et puis taxonomie. surtout, c'est un objet hautement politique donc, et non pas scientifique. Donc, Ah bah ça, même la manière de compter. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est le Far West. Mais si demain, il y a une manière de compter qui est considérée comme étant l'officielle, ça ne veut pas forcément dire que ce sera la bonne. Parce que les intérêts humains et privés sont autre chose parfois que les vérités scientifiques. Et malheureusement, comme on s'oriente plutôt vers un accord politique, Ouais. il y aura sûrement de grosses aberrations dans ce genre de choses. Voilà. Je peux faire une petite précision? Vas-y. Je suis aussi un grand admirateur des écrits et des études de Bernard Stiegler, un philosophe qui nous a quittés un peu trop tôt malheureusement. Et Stiegler expliquait en fait très très bien que notre croissance, notre manière de compter, elle est basée sur l'entropie, sur l'augmentation du désordre. Ouais. Et ce qu'il préconisait, cet homme-là, c'est de changer justement la comptabilité pour valoriser la négantropie, la résolution des problèmes de l'entropie. Typiquement, le climat, réguler les réseaux sociaux, la culture, bref, tout ça. Tout à fait. Non, mais entièrement d'accord. Il y a un vrai sujet sur la façon dont on calcule les rendements et dont on calcule le PIB, qui Ouais. effectivement Ah bah ça. est un appel à l'augmentation de l'entropie, quel que soit son coût, et ne devrait pas nous surprendre sur le fait qu'avec ce genre de grille de lecture, on se comporte de cette manière en fait. C'est presque déterministe à ce niveau-là. Mais bon. Totalement. Bien, sur ce, on a fait une belle session, on a bien couvert le sujet et puis on a ouvert sur d'autres points, donc je suis très satisfait. L'occasion de remercier évidemment les gens du chat pour leur fidélité et leurs questions pertinentes. Merci à vous leurs tous. interactions. Merci d'être là. N'hésitez pas à revenir à la prochaine, à partager, en parler autour de vous. Si vous avez manqué la session, voilà, elle sera, ou des bouts de la session, elle sera diffusée sur mon YouTube probablement dès demain. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter pour nous poser des questions s'il y a des choses qui n'ont pas pu être couvertes. Il y a aussi un Discord, il suffit de taper Discord sur le chat pour nous rejoindre. Et puis te remercier toi, bien évidemment, Dorian, pour ta fidélité aussi, et puis voilà, pour cette dialectique, voilà, ce dialogue qu'on instaure. Et puis on se reverra très bientôt, ça je n'en doute pas. Peut-être lors d'un prochain crash du Bitcoin, qui sait. Merci à vous tous. Voilà, merci à tous, allez, bonne soirée, bonne terrasse demain, et à la prochaine, salut. Pouf, bon, quelle session.